la Terre jusqu'aux premières forêts. Alors c'est pas une mince affaire, parce que c'est une histoire qui couvre plus de 4 milliards d'années. Donc voilà, j'ai essayé de représenter de manière linéaire et proportionnelle cette histoire. Donc voilà, la Terre a à peu près 4 milliards et demi d'années. Là, chaque barre fait 500 millions d'années. Alors, j'ai un problème de micro. Là. Ça tient pas très bien. Est-ce qu'on m'entend encore? Non. Voilà. Non, ça va. Donc chaque barre représente 500 millions d'années. Donc 2 barres, 1 milliard d'années. Et donc là, on en a 9, donc 4 milliards et demi d'années. Alors pour vous faire une idée de cette durée, vous pouvez aller voir l'exposition Terre et Vie, là, qui est sur la rotonde là-haut, où en gros 10 millions d'années représente un mètre. Et donc à cette échelle-là, pour faire 4 milliards et demi d'années, il faudrait aller jusqu'au rond-point des Champs-Élysées. Ça sera plus simple là-haut. Donc au tout début, il y a 4 milliards et demi d'années, un grand nuage de gaz et de poussière commence à se mettre en mouvement. Au centre, du gaz va s'agglomérer, ça va former une étoile, le Soleil. Quand il sera suffisamment gros, des réactions nucléaires vont se mettre en place, il va s'allumer, il va commencer à briller. Tout autour, il reste toujours du gaz, ici, hein, et des poussières. Ces poussières, sous l'effet de la gravité, vont se coller entre elles, vont donner des cailloux de plus en plus gros, qui vont continuer à s'agglomérer. Et c'est comme ça que les premières planètes, en tout cas les planètes rocheuses, vont se former. Donc sous la force de tous ces impacts, beaucoup d'énergie est dégagée, principalement sous forme de chaleur. Donc la roche va être principalement fondue. Voilà, peut éventuellement aussi un petit peu cette roche se solidifier. Et puis, assez vite, alors ça ce sont les hypothèses actuelles, hein, la Lune va se former. On pense pour l'instant que c'est un autre corps, un autre planétoïde, qui est venu percuter la Terre. Et en grande partie, en fait, ces 2 planètes ont fusionné, des débris se sont agglomérés tout autour, et pour former la Lune. Donc à l'époque, c'est pas très très accueillant. Donc ensuite, ces roches vont commencer à se solidifier. On va voir éventuellement dans cette atmosphère primitive, il n'y avait pas d'oxygène, beaucoup de CO2, de la vapeur d'eau. Et à partir d'un moment, la Terre se refroidit suffisamment pour que cette vapeur se condense en eau liquide. Il va donc pleuvoir, on va avoir la formation des premiers océans. Et aussi pendant ce temps-là, la structure interne de la Terre va se former. On a les éléments les plus denses qui vont migrer à l'intérieur de la Terre. Donc ça va former le noyau, représenté ici, donc avec un noyau interne aujourd'hui, hein, qui est du fer principalement. Hein, les métaux sont assez lourds et donc migrent au centre de la Terre. Donc du fer solide pour le noyau interne, liquide pour le noyau externe. Sur l'extérieur, un manteau, ici représenté en vert, et tout à l'extérieur, tout ce qui est croûte, donc terrestre, et croûte continentale et océanique. Donc toutes ces histoires qui ont environ 4 milliards d'années, comment on peut les raconter? En étudiant les cailloux, les roches. Et pour ces roches les plus anciennes roches sédimentaires, on les a trouvées au Groenland, la formation d'Isua. Donc voici à quoi ressemblent ces plus anciennes roches terrestres. Ce sont des roches formées dans des roches sédimentaires puis métamorphisées. Et pour avoir des idées encore plus anciennes, on a été voir à l'intérieur de zircons, donc ces petits minéraux. Et ici, ils ont été datés. Hein, l'intérieur de ce zircon a été daté à plus de 4 milliards d'années. Dans ces premiers océans, la vie va apparaître. Alors tout d'abord, sous forme de petites cellules, indépendantes les unes des autres, donc des bactéries. Les bactéries ont plus de 3 milliards et demi d'années, hein, 3,8.
En termes de bactéries fossiles, on peut trouver ce genre de formation. Donc, ce sont des stromatolites, donc des roches formées par une accumulation de bactéries qui déposent des minéraux. Il existe encore quelques stromatolites aujourd'hui, qu'on trouve en Australie. Ça, c'est une photo actuelle. Et ces stromatolites sont les indices des premières formes de vie. Donc dans ce monde de bactéries, les bactéries c'est un groupe très varié, on en a encore beaucoup aujourd'hui, on en a même à l'intérieur de nous, c'est grâce à elles qu'on peut digérer entre autres. Parmi ces bactéries qui existent aujourd'hui et qui existaient déjà à l'époque, on a ce qu'on appelle les cyanobactéries, qu'on appelait avant les algues bleues. Mais ce ne sont pas des algues, ce sont des bactéries. Ces bactéries font de la photosynthèse, c'est-à-dire que sous l'effet de la lumière, elles vont prendre le dioxyde de carbone, le fameux CO2, qui est dissous dans l'eau, pour en faire de l'énergie, et elles vont rejeter de l'oxygène. Cet oxygène qui n'existait pas avant dans l'atmosphère, en très petite quantité. Donc cet oxygène va d'abord augmenter en concentration dans l'eau, d'abord assez peu parce que beaucoup de fer était dissous dans ces océans. Et donc d'abord cet oxygène va oxyder ce fer. En gros, il va le faire rouiller. Et ça va donner, à ces époques, à plus de 2,5 milliards d'années, ce qu'on appelle les gisements de fer rubané. Et donc une fois qu'une bonne partie de ce fer aura été oxydé, l'oxygène va pouvoir commencer à augmenter en concentration dans l'eau, puis dans l'atmosphère. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à avoir de l'oxygène dans l'atmosphère qui va progressivement augmenter en concentration pour aboutir, quelques centaines de millions d'années plus tard, à une atmosphère respirable. Donc sans ces bactéries, nous ne pourrions pas respirer. Donc les bactéries sont des organismes microscopiques qu'on ne voit pas, qu'on a tendance à oublier, mais notre vie, à nous, serait impossible sans ces bactéries. Alors il y a environ 2 milliards d'années, d'autres cellules vont apparaître, des cellules un peu plus complexes et plus grandes que des bactéries. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la cellule, l'ADN, chez les bactéries, il est diffus. Chez ces nouvelles cellules qu'on appelle eucaryotes, ça veut dire avec un vrai noyau, vont avoir l'ADN regroupé dans un noyau. Ces cellules eucaryotes, nous sommes des eucaryotes, nous sommes constitués de cellules à noyau, vivent d'abord de manière isolée, mais on a retrouvé assez récemment ces sortes de traces, d'organismes, qui pourraient être les premières formes de vie à vrai noyau et à plusieurs cellules. Alors ce n'est pas encore certain à 100%, ce sont quand même des fossiles qui ont plus de 2 milliards d'années. Ça ressemble à ce qui pourrait être des organismes à plusieurs cellules. Alors est-ce que ce sont des cellules eucaryotes ou prokaryotes? C'est assez difficile de le déterminer. Donc ça, ce sont des fossiles. Il y en a beaucoup qui ont été trouvés. Donc, qui ont été trouvés au Gabon, à Franceville. Ensuite, dans cette terre très ancienne, il y a eu plusieurs événements qu'on appelle souvent terre boule de neige. Mais en fait, il serait plus correct d'appeler ça boule de glace. On a retrouvé, en fait, dans des roches de cette époque, qui étaient censées se localiser à l'équateur, on a trouvé des roches, des sédiments qui se forment dans des environnements glaciaires. Donc ça veut dire que des glaciers occupaient des zones équatoriales. Donc si l'équateur est sous les glaciers, les zones plus hautes en latitude devaient l'être aussi. Donc on pense qu'il y a eu plusieurs événements comme ça de glaciation presque générale
au cours de l'histoire de la Terre. Donc les premières vers un peu plus de 2 milliards d'années et les dernières vers 650 millions d'années. Alors ces glaciations globales n'étaient pas suffisantes, n'ont pas été suffisantes pour détruire la vie. La vie peut s'accommoder quand même relativement bien d'un froid polaire. Mais n'empêche, ça a quand même dû réduire beaucoup la diversité à l'époque. Et on pense que lors d'une de ces déglaciations, la vie pluricellulaire a pu se développer en recolonisant des milieux qui n'étaient pas occupés. Donc ça c'est vers 650 millions d'années, c'est ce qu'on appelle, alors, la faune des Diacara, là j'en parle après, mais on a trouvé aussi dans ces époques-là, vers 650 millions d'années, à Dushanto, une formation en Chine, ces restes, donc, qui sont observés au microscope électronique. C'est tout petit, ça ressemble à des boules, segmentées, et en fait ça ressemble beaucoup à des embryons, en début de formation. En gros, juste après fécondation, l'œuf commence à se diviser en 2, puis en 4, puis en 8, etc. En fonction des groupes d'animaux, ces divisions se font un peu différemment, et on peut reconnaître comme ça des grands groupes à ce stade-là. Alors il y a eu des hypothèses comme quoi il y avait des échinodermes, donc des sortes d'oursins, des mollusques, des vers. Donc ça, ces fossiles, hein, finalement ce sont des fossiles, sont parmi les premières traces qu'on a d'organismes tels qu'on les a aujourd'hui. Et on a donc la faune des Diacara. C'est en Australie, hein, c'est à peu près 600 millions d'années, et qui est assez diversifiée dans son genre. Donc on a plutôt ici des organismes fixés. Donc voici une représentation. Organismes fixés, d'autres qui ressemblent à des méduses, donc un peu mobiles. Et on a surtout des traces dans la roche. Parce que normalement, pour former en fossile, hein, c'est plutôt les parties dures qui se fossilisent, parce qu'elles se décomposent beaucoup moins. Mais dans certains cas, on peut avoir par exemple des empreintes de pas. Ça peut arriver. Je ne vais pas dire que c'est très fréquent, mais bon, ça se retrouve. Et là, on a carrément des traces des organismes en entier qui ont dû mourir, se déposer au fond du sédiment, laisser la marque du corps se décomposer. Cette empreinte de corps a dû être protégée par une autre couche de sédiment. Et 600 millions d'années après, l'érosion aidant, on a pu les trouver. Donc cette faune des Diacara est assez étrange par rapport à nous, parce qu'on a du mal à reconnaître, à part peut-être ces méduses, des groupes d'animaux qu'on connaît aujourd'hui. Mais bon, on a retrouvé comme ça quelques sites fossilifères avec des faunes, comme ça, des fossiles qui se ressemblent les uns les autres. Donc c'est ce qui ressemble en fait à une première tentative de diversification de la vie. Alors ça aurait pu marcher, mais en fait non. Cette faune va disparaître. Cette faune va disparaître et on va arriver à un peu plus de 540 millions d'années à ce qu'on appelle, c'est un nom un peu compliqué, le début du Phanérozoïque. Alors Phanérozoïque, ça vient du grec, ça veut dire la vie qu'on peut voir, les animaux qu'on peut voir. C'est parce qu'avant, on ne trouvait rien avant. Tout ce qui était là, on n'avait pas de fossiles. Bon, maintenant on en trouve. Mais historiquement, c'était des zones très très pauvres en fossiles. À partir de 540 millions d'années, on commence à en voir. C'est ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. Et donc ce que j'ai mis ici, là, dans mes barres de couleurs, donc cette première barre représente l'ère primaire. Donc qui s'étale de en gros 540 millions d'années à 250 millions d'années. On appelle plutôt ça le paléozoïque. Ensuite, en bleu ici, on a l'ère secondaire, le mésozoïque.
donc de 250 à 65 millions d'années. Et ensuite, le Cénozoïque, l'ère tertiaire, donc de 65 millions d'années à aujourd'hui. Alors vous avez vu, hein, j'ai quand même parlé pas mal, mais là je viens quand même de raconter quand même pas loin de 4 milliards d'années. On pourrait en dire beaucoup plus, mais en fait moi je vais continuer à parler de ce qui se passe à partir du début du Cambrien, on appelle ça, donc le début du Paléozoïque, et je vais m'arrêter ici à peu près 360 millions d'années. Et les semaines qui vont suivre, mes collègues vont parler de ce qui se passe ensuite. Donc dans ce Paléozoïque, dans cette ère primaire, c'est divisé en plusieurs périodes. Donc la première, le Cambrien, Ordovicien, Silurien, Dévonien, Carbonifère, Permien. Hein, tout ça, ce sont des noms de systèmes géologiques. Et donc le début du Cambrien est marqué par l'apparition de fossiles qu'on appelle la faune à petites coquilles. Donc effectivement, ce sont des petites... Alors ce ne sont pas que des coquilles, hein, ça peut être des fragments d'autres organismes. Mais dans ces petites coquilles, on retrouve, ici en E, ici, donc, des morceaux d'échinodermes, d'oursins ou d'étoiles de mer, des choses comme ça. J'ai vu, voilà, il y a des coquilles de bivalves, donc là on est déjà dans du mollusque. Et donc cette faune à petites coquilles se retrouve à plusieurs endroits aussi sur Terre. Parfois c'est un peu mystérieux, on ne sait pas trop à quels organismes appartenaient ces petits fragments de coquilles. Et puis ensuite, pendant le Cambrien, on va voir ce qu'on appelle la faune de Burgess. Ces gisements, hein, donc à Burgess, ont été découverts en 1908-1909 par ce monsieur, Charles Doolittle Walcott, ici et ici, donc en Colombie-Britannique, au Canada. Et donc dans ces gisements, une faune très diversifiée, très étrange, a été découverte. Alors dans cette faune, on a des animaux quand même assez bizarres, comme celui qui est tout en haut, qui porte le joli nom de Hallucigenia. Alors ce fossile a une histoire assez rigolote parce que lors des premières découvertes, les premières interprétations, le faisaient marcher sur ses grands piquants. Et en fait, on a retrouvé quand même plusieurs spécimens pour avoir une idée de l'anatomie et de la forme de cet animal. Et donc a priori, il devait quand même plutôt marcher sur des lobopodes, donc c'est une sorte de petites pattes. Ça s'appelle Hallucigenia. On a aussi Aicheia, avec une reconstitution ici. Alors qui ressemble à la fois, ils ont des caractéristiques de vers, qui sont segmentés. Ils ont des lobopodes, donc c'est une sorte de petites pattes, mais pas articulées. Ils n'ont pas de cuticule d'exosquelette, donc ce n'est pas un mille-pattes, par exemple. Et ce genre d'animaux existe encore aujourd'hui. On appelle ça des péripates ou des onychophores. Donc ça vit plutôt dans les milieux tropicaux. Ça vit carrément dans les milieux tropicaux et humides. Et donc on retrouve ce genre d'animaux dans les mers peu profondes du début du Cambrien. On a aussi d'autres animaux assez étranges, comme Anomalocaris, qui a une histoire aussi assez marrante. C'est qu'au début, ces appendices là avaient été appelés Anomalocaris. On avait les trouvé isolés. Ils avaient également retrouvé des structures circulaires auxquelles ils avaient donné un autre nom, et d'autres structures, un peu comme ça, tout ça détaché, auxquelles ils avaient donné un autre nom. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'ils se sont rendus compte, même des années, bien 60 ans, 70 ans après, que cet appendice, qu'ils avaient appelé Anomalocaris, donc étrange crevette en gros, était connecté
a une structure circulaire qui était là. Ah, donc c'est donc le même animal. Et ensuite, d'autres, cette structure circulaire accrochée à un autre fragment de fossile, ils se sont rendus compte que 3 fossiles finalement nommés différemment n'en étaient qu'un seul. Donc ils n'ont gardé que le nom le plus ancien, c'est comme ça que ça marche, et donc Anomalocaris. Donc ça c'était le géant de l'époque, un grand prédateur, un petit peu le requin blanc de nos mers aujourd'hui, sauf que bon, c'était grand comme ça. Mais bon, la plupart des animaux présents dans ces schistes du Burgess étaient tout petits, font quelques centimètres, voire moins. Un autre animal assez étrange, il s'appelle Opabinia. Alors, le corps ressemble un petit peu à celui d'Anomalocaris, donc assez segmenté, des expansions latérales qui devaient lui permettre de nager. Et il avait des yeux, bon, jusque-là tout va bien, mais, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait il en a 5. Les animaux aujourd'hui qui ont 5 yeux, ça n'existe plus. Ou alors on ne les a pas présentés. Donc, 5 yeux, puis, et aussi une trompe, une sorte de d'appendice buccal assez bizarre, une trompe avec une pince au bout. Et donc il devait comme ça chasser lui aussi d'autres animaux pour s'en nourrir. Donc ces animaux-là, on ne sait pas trop bien où les classer aujourd'hui, par rapport à la faune qu'on connaît, la faune actuelle. Alors fut un temps, on les avait mis complètement dans des embranchements différents. Donc, ce ne sont pas des arthropodes, comme on dit. Mais bon, plus récemment, on s'est rendu compte qu'ils avaient quand même pas mal de points communs avec ce qu'on appelle les arthropodes. Donc les arthropodes aujourd'hui, ce sont les crustacés, les insectes, les mille-pattes, les scorpions, etc. Et donc ça pourrait être quand même, ça marche assez bien, c'est relativement proche de tout ça. Mais c'est pareil, ça n'existe plus, ces animaux. Après, ils ont vécu relativement longtemps. Avant, on pensait qu'ils n'existaient qu'au début du Cambrien, donc vers les 530 millions d'années. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'ils persistaient jusqu'à l'Ordovicien, donc bien 440, donc bien à peu près 100 millions d'années. On a ici à côté un ver bizarre, plutôt bien préservé. Alors la préservation dans ces schistes de Burgess, c'est du schiste, des roches toutes fines, toutes plates, qui se découpent un peu en lamelles. Et donc en fait, ce sont des empreintes. Les fossiles sont relativement plats. Donc ce sont des taches noires organiques dessus. Donc a priori, ils n'ont pas eu le temps de se décomposer, tant mieux parce que la plupart sont complètement mous. Mais il y a quand même une petite épaisseur. Elle n'est pas grande cette épaisseur, mais bon, ça permet quand même de voir un peu la structure interne et de voir un petit peu ce que ça pourrait donner en 3 dimensions. Et en plus, si on retrouve plusieurs de ces animaux, plusieurs fossiles, il suffit qu'ils soient comprimés dans des plans un peu différents, on peut se faire une assez bonne idée de leur structure en 3 dimensions. Et parmi cette faune très diversifiée, on a par exemple ce petit Picaya. Ici, voici un exemple de fossile. Donc Picaya ressemble à ce qui pourrait être un précurseur des vertébrés. Alors les vertébrés, aujourd'hui, ce sont les poissons, les amphibiens, tout ce qui est reptiles, oiseaux, mammifères, etc. Donc là, on a ce qui peut ressembler à une sorte d'intermédiaire entre quelque chose qui ressemble à un ver et un premier vertébré. Alors, ça ne veut pas dire que les vertébrés viennent directement des vers, loin de là, c'est plus compliqué que ça. Mais on a ce qui pourrait ressembler à un céphalocordé. Donc ça existe aujourd'hui, Amphioxus, c'est cette petite bête-là. Alors il n'y a pas d'os, il n'y a pas vraiment de vertèbres, mais c'est une structure aplatie latéralement, avec des muscles, une bouche, des yeux, un système nerveux plutôt sur le dos, un système digestif plutôt côté ventre. C'est pas toujours le cas, chez les insectes par exemple, c'est l'inverse. Donc on l'a ici. Alors ça c'est tout petit, c'est pareil, ça fait 1 centimètre. Donc ça, Picaya a été trouvé à Burgess. On a d'autres gisements à peu près contemporains qui existent, qu'on a trouvé en Chine par exemple.
On a retrouvé des animaux qui ressemblent déjà un petit peu plus à des proto-vertébrés, des sortes de poissons, donc avec Aiquictis, le poisson de haïku, et j'ai oublié son nom, Aiquela. Donc on voit ici des animaux avec un système nerveux dorsal, des muscles qui ressemblent à des muscles de vertébrés. Ils ont une bouche, mais pas de mâchoire, ils n'ont pas d'os, pas de vertèbres, voilà, pas grand-chose, mais bon, ce sont a priori de lointains parents. Toujours dans ces faunes très anciennes, hop là, oh, déjà une demi-heure, on a ce qui pourrait être aussi parmi les premiers mollusques. On a retrouvé dans la faune à petite coquille ce qui ressemble à des valves de mollusques, mais à Burgess, justement, on a, ça y est, j'ai oublié son nom, mais c'est pas très grave, c'est Odontogryphus, voilà, qui pourrait être une sorte de mollusque. Wiwaxia, qui ressemblerait un petit peu à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un chiton. On a retrouvé aussi, j'ai aussi oublié son nom, c'est Alqueria. Tous ces animaux qui pourraient être en fait des précurseurs des mollusques qu'on a aujourd'hui. Donc les mollusques aujourd'hui, ce sont les escargots, tous les coquillages comme les huîtres, etc. Les chitons, les céphalopodes ensuite. On va trouver tout ce qui est pieuvre, etc. Donc déjà, à cette époque, on a une bonne partie des grands groupes qu'on connaît aujourd'hui qui sont apparus. Et voilà, dans ces faunes apparaissent un groupe de fossiles assez connus qui marque, qui est vraiment caractéristique de l'ère primaire, du Paléozoïque, ce sont les trilobites. Alors, les trilobites, c'était un groupe très varié, il y en avait des petits, des grands, des nageurs, des fouisseurs, des aveugles, d'autres avec des yeux hypertrophiés. Donc ça se trouve régulièrement dans les couches marines de l'ère primaire. Et donc dans cette ère primaire, pendant l'Ordovicien, cette vie va se diversifier. Donc on a ici un trilobite, une sorte d'étoile de mer, et ici donc des orthocères, donc, qui sont des mollusques, céphalopodes, donc comme on a aujourd'hui un pieuvre, poulpe, etc., nautile. Donc des mollusques avec une coquille, des céphalopodes avec une coquille externe. Aujourd'hui, à part le nautile, on a tout ce qui est calmar, pieuvre, ont une sorte de petite coquille, mais qui est à l'intérieur du corps. À l'époque, on a plutôt des céphalopodes avec une coquille à l'extérieur du corps et droite. Et encore ensuite, ces animaux vont se diversifier, cette coquille s'enroule, ce qui va donner ces animaux très connus, ensuite les ammonites, parmi les fossiles les plus communs et très diversifiés. Je vais revenir un petit peu à nos vertébrés. Pendant l'Ordovicien, ils vont commencer à se diversifier un petit peu, et l'os va apparaître. Donc voilà, on a des animaux qui, à partir d'un plan d'organisation qui ressemblait un petit peu à un verre aplati latéralement, parmi ces animaux, certains vont commencer à fabriquer de l'os, donc à minéraliser, à excréter les minéraux finalement qu'ils ont à l'intérieur du corps, en une structure à peu près organisée, qui est de l'os. Alors principalement, ça va être sur la partie céphalique, sur la tête, ça fait une sorte de carapace externe. Donc ici c'est Sacabambaspis, un des plus anciens vertébrés, de vrais vertébrés avec de l'os. On a Poraspis et Arondaspis. Non, Poraspis, ça doit être un autre. Enfin bon. Arondaspis, donc tous ces animaux, tous ces vertébrés qui vont commencer à s'ossifier. Donc un petit peu à l'intérieur du corps, et surtout à l'époque, à l'extérieur du corps. Donc, pour donner ces armures. Aujourd'hui, nous, en tant que vertébrés, notre squelette est à l'intérieur du corps. Et il y a très longtemps,
une partie de ce squelette était à l'extérieur. Alors ces animaux, hein, commencent à avoir une colonne vertébrale, une tête, des yeux différenciés, une bouche, mais pas de mâchoire. C'était plutôt des aspirateurs. Et à la fin de l'Ordovicien, environ 435 millions d'années, on va voir une des premières grosses extinctions. Alors il y en a sûrement eu avant, hein, la fin de la faune des Diacara par exemple, mais on a assez peu de données, hein, de roches qui datent de cette époque pour vraiment décrire comment se sont passées ces extinctions. À partir de ce moment-là, on a beaucoup plus d'animaux qui ont un squelette externe, que ce soit les vertébrés, bon, un squelette en général d'ailleurs, un squelette interne aussi, que ce soit les vertébrés, les arthropodes, donc tout crustacés, trilobites, etc., les coquilles de mollusques, pour avoir beaucoup de fossiles et donc qui nous donnent des informations sur ce qui s'est passé à l'époque. Donc à l'époque, à la fin de l'Ordovicien, à peu près 70% de la faune a disparu. Et on pense qu'il y a eu en fait une énorme glaciation à l'époque. En gros, hein, beaucoup de continents se sont rassemblés, et pas de chance, à peu près au niveau du pôle sud. Et donc au niveau du pôle sud, sur ce pôle sud, sur ce continent situé au sud, beaucoup de glace va s'accumuler. Et cette glace, il ne vient pas de n'importe où, hein. Il vient de la principale source d'eau sur Terre, ça vient des océans. Donc si on rajoute beaucoup de glace à un endroit, on fait diminuer le niveau des océans en général. Et en diminuant en faisant baisser le niveau des océans, toutes les mers au bord des continents, là qu'on voit ici en bleu clair, donc qui ne sont pas très profondes, hein, aujourd'hui c'est à peu près 200-300 mètres de profondeur, si on fait baisser le niveau d'océan de 200 ou 300 mètres, ces mers peu profondes disparaissent. Il reste surtout des mers profondes. Dans ces mers peu profondes, relativement chaudes, il y a beaucoup de récifs, et dans les récifs, il y a beaucoup de diversité. Si on supprime une bonne partie de ces habitats, eh ben on supprime aussi les organismes qui y vivent. Donc ça, c'est sans doute une des causes de cette première grande extinction. Ça ne va pas durer très très longtemps, mais bon, suffisamment longtemps pour mettre un grand coup faire une grande extinction. Et ensuite, au début de ce qu'on appelle le Silurien, la vie va se rediversifier en plein de formes différentes. Parmi les fossiles, les organismes emblématiques, on a ce qu'on appelle les scorpions marins, les euryptérides, qu'on a ici. Donc certains pouvaient faire jusqu'à 3 mètres de long. On a certains, alors ce ne sont pas des scorpions en proprement parler, ils sont proches des scorpions, des arachnides, donc du groupe qui regroupe scorpions et araignées. On a des organismes qui sont déjà un peu plus scorpions. Ici c'est Brontoscorpio. Donc tout ça, tous ces animaux vivent plutôt dans la mer, mais on a retrouvé cette petite chose. Alors on ne voit pas trop, hein, on a quelques segments, quelques pattes. En fait, ceci est un des premiers mille pattes. Et donc, a priori, trouvé quand même plutôt un mille pattes terrestre. Là, on a les premiers pas, vrais, parce que c'est avec des pattes, sur Terre. D'organismes, d'animaux sur Terre. Alors, il y avait sans doute d'autres organismes qui traînaient un petit peu avant sur Terre, des champignons, des lichens, éventuellement quelques plantes, on verra ça ensuite. Mais ici, on a quand même une forme, un mille pattes qui pouvait se promener sur Terre. Et c'est que là, les paysages vont commencer à changer. Autant avant, la Terre était complètement aride, que de la roche quasiment à nu. Là, les plantes vont commencer à sortir de l'eau. Donc, le sol va commencer à verdir, le sol. La Terre commence à verdir. Donc on a trouvé ces Cooksonia. Voici une idée du paysage que ça pouvait donner autour de flaques. Baraguanatia. Un nom assez bizarre. Donc alors ça c'est une reconstitution, évidemment, ça n'existe plus. Donc ça, on a vraiment les premières plantes terrestres. Alors c'est pas très très grand, c'est vraiment, ça ressemble un peu à des mousses. Mais c'est un événement assez important parce qu'en sortant de l'eau, en poussant sur Terre, ça va commencer à utiliser un petit peu la roche,
et à former un sol. Hein, ces organismes mourants vont se décomposer, vont détruire un petit peu la roche et vont former les premiers sols qui vont ensuite être la base pour que la vie continue à se développer en dehors de l'eau. Et pendant ce Silurien, pendant cette période, les vertébrés vont vraiment, là, se diversifier. Ils apparaissent plutôt au Cambrien, à l'Ordovicien, ils commencent à s'ossifier, ils ne sont pas très diversifiés, et on va avoir, pendant le Silurien, une sorte de... une grande diversification. Grande diversification, c'est un grand mot parce que c'est quand même assez différent d'aujourd'hui, mais quand même. Alors ces poissons, ces vertébrés, n'ont toujours pas de mâchoire, sont toujours des aspirateurs. Donc voilà, lui c'est Poraspis. Donc, relativement cuirassé. On a Pteraspis, donc des animaux un peu plus agiles, mais toujours protégés par un bouclier sur le crâne. Certains n'étaient pas cuirassés. Donc ça c'est Euphanerops. Alors Euphanerops c'est un peu plus récent que le Silurien, mais il se pourrait que cet animal soit une sorte de lamproie, ou en tout cas soit assez proche des lamproies aujourd'hui. Alors les lamproies sont des animaux qu'on a tendance un petit peu à oublier parce que c'est pas très répandu, mais ça peut se trouver, ça peut se pêcher, ça peut se manger. La lamproie à la bordelaise, ça se mange. Je n'ai jamais goûté. Mais voilà, ça fait partie des rares poissons sans mâchoire qui existent encore aujourd'hui. On a ces anaspides, donc qui sont plus ou moins, ils sont beaucoup moins cuirassés que les autres. La cuirasse, c'est des petites écailles ossifiées. Et celui qui est tout là-haut, alors j'ai oublié son nom, mais c'est pas très grave, lui vivait quand même plutôt posé au fond de l'eau et devait aspirer en permanence l'eau et les particules alimentaires. Et on aura aussi ces céphalaspides, donc toujours cuirassés, et eux ont une bouche, toujours pas de mâchoire, ils aspirent, mais ils ont quelque chose de nouveau par rapport aux autres. Je vais faire un petit aller-retour. On regarde ça, ok. Là, ce qui est nouveau, ce sont les nageoires pectorales. Donc là, on se rapproche déjà de poissons qu'on connaît encore aujourd'hui. La plupart des poissons, sauf les lamproies et les mexines, ont des nageoires pectorales. Donc ces animaux, parmi tous ces vertébrés sans mâchoire, tous ces poissons sans mâchoire, eux, ils sont plus proches de nous que de tous les autres. Et donc là, on a quand même une diversité de ces vertébrés qui est bien plus importante que celle qu'on avait à l'Ordovicien, juste avant. C'était quand même très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Toujours pendant ce Silurien, d'autres organismes apparaissent, d'autres vertébrés, et qui ont, eux, donc des nageoires pectorales. Là, on est entre le Silurien et le Dévonien, c'est un peu les deux. Et donc là, ce sont des animaux, des vertébrés qui vont avoir des mâchoires. Donc ça, grande innovation évolutive, les mâchoires. Ces animaux vont pouvoir devenir des carnassiers, par exemple. Mais bon, on n'a pas besoin de... c'est pas parce qu'on a une mâchoire qu'on est forcément carnassier. Donc on a ces animaux connus, donc les placodermes, donc toujours cuirassés, avec des nageoires pectorales, avec des mâchoires qui ont ce qui ressemble à des dents, mais en fait ce ne sont pas des dents. En fait c'est juste l'os qui a la forme de dents. Les dents en fait, chez ces animaux-là, chez ceux-là, chez les premiers requins, ici c'est un des plus anciens requins, Cladocélaché, les dents en fait, les dents et les écailles présentes sur le dos du requin ont la même structure. En fait, en gros, les dents d'un requin, c'est un petit peu comme si c'était des écailles qui poussaient dans la bouche et qui se différencient un petit peu au niveau de la forme. La structure interne, la structure des dents et des écailles est identique chez ces animaux-là. Ce n'est pas le cas chez les autres. Donc ici, on a un fameux placoderme qui est Dynchleosteus, qui apparemment chasse un de ses premiers requins.
un autre placoderme qui est, ça va me revenir, là c'est un Philolepis, et là c'est Botryopis. On a aussi d'autres vertébrés qui apparaissent, les acanthodiens, qu'on appelle parfois les requins épineux, mais bon, en fait, beaucoup de requins ont des épines. Donc ce sont des petits poissons qui ont les nageoires soutenues par une grande épine. Alors, presque tout ça aujourd'hui a disparu, à part les requins, même s'ils ont évolué. Oui, on dit souvent les requins sont des fossiles vivants, ils n'ont pas évolué depuis très longtemps. C'est pas vrai. Les requins d'aujourd'hui sont très différents des requins du passé. Et parmi tous ces animaux qui se diversifient pendant le Silurien, on a Guyou, qui est assez grand, dans le bête, qui est un des premiers ostéictiens. Alors ostéictien, c'est un mot un peu compliqué, bon, ça veut dire en gros vertébré osseux, poisson osseux. Et là, on arrive quand même à une structure, une organisation qui ressemble beaucoup plus aux poissons d'aujourd'hui, avec des nageoires avec des rayons, un squelette ossifié, ce qui les différencie beaucoup des placodermes, parce que l'intérieur, le squelette interne des placodermes est assez mal connu, parce que plutôt cartilagineux. Puis des écailles, des os du crâne qui commencent à se reconnaître. On a Cheirolepis, un des premiers actinoptérygiens, donc ce sont les poissons à nageoires rayonnées. Donc en gros, des poissons qui ont les nageoires, les rayons des nageoires qui s'articulent quasiment directement sur le corps. La plupart des vertébrés des poissons d'aujourd'hui sont des actinoptérygiens. On peut avoir les carpes, les anguilles, les mérous, et j'en passe, et des meilleurs. Et on a aussi un autre groupe de vertébrés osseux qui apparaît, les sarcoptérygiens. Donc Extrunius, ici. Donc ces animaux ont une nageoire avec une structure un peu différente, c'est-à-dire qu'entre les rayons de la nageoire et le corps, il y a une série d'os. Série d'os, en fait, qui préfigure un petit peu ce que nous, on aura. Mais bon, on en est très loin encore. On a Miguashaya ici. Alors son nom vient de Miguasha, qui est une zone, en fait, au Canada, où beaucoup de fossiles datant du Dévonien ont été découverts. Alors je ne sais pas si cette représentation vous dit quelque chose. Comment? Voilà, c'est l'acanthe. Ça ressemble un petit peu à ça. Effectivement, on a ici un des premiers sélacanthes, un actinistien. Alors c'est pareil, on dit ce sélacanthe, les sélacanthes qu'on trouve aujourd'hui, le sélacanthe on dit souvent, n'a pas évolué depuis des millions et des millions d'années. Ça c'est pareil, c'est pas vrai. Les sélacanthes du passé, il y en avait de toutes sortes. Il y en avait des petits, des grands, vraiment des géants. Il y en avait qui faisaient 3-4 mètres de long. Il y avait des petits, des aplatis, des pas aplatis. Il y avait vraiment de tout. Et les sélacanthes d'aujourd'hui ne ressemblent pas vraiment, il faut regarder quand même un petit peu, aux sélacanthes du passé. Là, c'est vrai que la représentation est assez trompeuse parce qu'ils ont mis les mêmes couleurs, les mêmes motifs. Mais quand on regarde le squelette d'un sélacanthe actuel et fossile, on voit que c'est un sélacanthe, c'est la même structure générale, mais on voit aussi très bien les différences de taille, de proportion, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a aussi de ces sarcoptérygiens, de ces poissons à nageoires charnues, des beaucoup plus grands comme Holoptychius, qui étaient sans doute assez prédateurs. Certains de ces animaux pouvaient faire plusieurs mètres de long aussi. On a aussi les dipneustes qui apparaissent. Les dipneustes, ça existe encore un petit peu aujourd'hui. On en trouve en Afrique, en Amérique du Sud et en Australie. Donc un des premiers dipneustes qui apparaît, c'est Dipterus. Il ressemble quand même pas mal à Neoceratodus, donc le dipneust australien. Il ressemble, mais il est quand même assez différent de l'épidosirène, qui est le dipneust d'Amérique du Sud. Mais c'est pareil, quand on regarde dans le détail, ces animaux sont différents. Neoceratodus, déjà il s'appelle Neoceratodus, il y a des Ceratodus fossiles, il est quand même assez différent de ses lointains prédécesseurs. On a également parmi ces sarcoptérygiens, donc ces poissons à nageoires charnues, Eusthenopteron. Il est relativement connu dans le milieu parce qu'il est
Il a été trouvé dans des centaines de spécimens à Miguacha. Pendant très longtemps, on le représentait en train de se traîner un peu hors de l'eau avec ses pattes, avec ses morceaux d'os dedans, mais ça ne devait pas être vraiment facile pour lui. Et donc il était souvent considéré comme les précurseurs des premiers tétrapodes, donc qui sortent de l'eau. Panderictis, donc un de ces animaux, plutôt aplati, on dit dorso-ventralement, donc qui pouvait éventuellement peut-être se traîner hors de l'eau. Un ostéoptéron, si on le sort de l'eau, comme il est plutôt en hauteur, bah, il tombe sur le côté. Alors ça n'empêche pas forcément de le faire et de se déplacer un petit peu, mais c'est plus difficile. On a aussi Tiktaalik. Tiktaalik, c'est un nom assez bizarre, c'est un nom inuit, parce qu'il a été trouvé dans le Grand Nord canadien. Donc c'est pareil, hein, tous ces animaux ont encore, n'ont pas de doigts, ils ont des nageoires, avec une série d'os à l'intérieur, des rayons, pas de doigts. Mais là-dedans, hein, on a quand même des caractéristiques qui les font ressembler à ce qui va suivre un petit peu après, les premiers tétrapodes, hein, qui vont avoir des doigts, qui vont d'abord, ces premiers tétrapodes, hein, ces premiers amphibiens, rester dans l'eau. On a retrouvé des traces de branchies à l'intérieur de leur crâne. Et eux devaient aussi être dans l'eau. Alors comment ils font pour respirer hors de l'eau, ces sortes de poissons bizarres? Eh ben c'est pas compliqué, ils ont des poumons. Et en fait, ils ont des poumons depuis très longtemps. On pense souvent aujourd'hui que les poumons, c'est caractéristique des tétrapodes, de nous, plus des amphibiens, des reptiles, etc. Et que les poissons, c'est vrai que quand on prend une truite, qu'on l'ouvre, qu'on la vide, ben on voit une vessie natatoire, c'est pas un poumon. Oui, mais c'en est pas loin. En fait, le poumon, nos poumons et ceux des poissons ont une même origine. Il est fort possible que ce soit d'ailleurs les actinoptérygiens, donc tous les poissons, la majeure partie des poissons qu'on connaît, aient eu des poumons au départ et qu'ils les aient perdus. Et pendant très longtemps, hein, la double respiration a existé. C'est une respiration par branchie et par poumon. Nous, on a perdu une des deux, la respiration par branchie. Et donc, là, je vous parlais déjà un petit peu de sortie des eaux, donc par les vertébrés, mais ce ne sont pas les seuls à être sortis de l'eau. On va aussi avoir des plantes et d'autres animaux. Alors, il y a en gros, pour résumer, 4 contraintes dont il faut s'affranchir pour sortir de l'eau. La première, c'est la gravité. Dans l'eau, on n'a pas vraiment besoin de se supporter, l'eau le fait pour nous. Encore plus évident, c'est ce qu'on appelle la dessiccation. En dehors de l'eau, on sèche. Dans l'eau, on ne sèche pas. Je suis sûr que je vais en oublier une en plus. Il y a la reproduction. C'est pas toujours évident de faire en sorte de disperser ces spores, par exemple pour les plantes, hors de l'eau. Et la quatrième, j'ai oublié. Non, se déplacer pas forcément. Se déplacer pas forcément, une plante peut vivre sans se déplacer. Moi, je vais rester à 3 pour l'instant, de toute façon c'est pas très grave, ça me reviendra sans doute. Donc pour les plantes, alors, pour se supporter, il va y avoir l'apparition d'une structure, le bois. Donc, elle va pouvoir grandir. Surtout qu'une plante, ça a besoin de lumière. Et la lumière vient par le haut. Donc, pour pousser vers le haut, avec les contraintes de la gravité, il va falloir se supporter. La respiration aussi. C'est peut-être ça que j'avais oublié d'ailleurs. Il va falloir respirer. Donc, chez les plantes, hein, respirer sans se dessécher, ben, ils ont acquis ce qu'on appelle des stomates, des petites cellules, qui permettent de faire entrer l'air pour respirer. Oui, une plante respire. Et parfois se referme pour éviter de perdre son eau. Donc on a ici donc une représentation d'un paysage du Dévonien, du début du Dévonien, avec ce qu'on appelle la flore de Rigny, qui s'est trouvée en Écosse. Donc c'est pareil, là,
des plantes qui ressemblent à des fougères. Ce sont des sortes de proto-fougères. Certaines sont plus proches de fougères qu'on trouve aujourd'hui. Donc dans ces environnements, bon, assez marécageux, assez humides quand même, hein, le fait de maintenir une humidité au niveau du sol va aider les animaux aussi à sortir de l'eau. Et parmi ces animaux qui vont sortir de l'eau, alors j'ai déjà parlé des mille-pattes et de quelques scorpions qui étaient encore aquatiques et tout à l'heure. Là, on va voir les premiers insectes trouvés dans ces endroits. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose sur ces fossiles, hein, c'est pas toujours évident. Mais on a ici Rhyniognatha. Alors en fait, hein, on a retrouvé dans ces roches silicifiées là, de Rhynie des fossiles. Donc Rhyniognatha, ça veut dire la mâchoire de Rhynie. Et en fait, ici, on a ce qui ressemble à une mandibule, des pièces buccales d'insectes. Et là, c'est un dessin, c'est Rhyniella, ce qui pourrait être une sorte de colambole, une sorte de petits insectes, de petits hexapodes. Donc voilà, on a ces animaux qui sortent de l'eau. Et donc la vie va commencer à se diversifier pendant le Dévonien, hein, hors de l'eau. Et les plantes, hein, comme ça, vont continuer à évoluer, à se diversifier, à grandir. Donc on va voir les premières forêts, justement les premières forêts de fougères au départ. On va voir ces arbres fougères, les archéoptéris. Ça pouvait mesurer quand même jusqu'à 30 ou 40 mètres de haut. Donc on a ces fougères immenses, des plus petites, un environnement sur terre bien plus humide qui vont aider donc les animaux aussi à se diversifier. On va voir hein, les premiers tétrapodes qui vont sortir un petit peu leur nez hors de l'eau. Et voilà, à la fin du Dévonien, il y a environ 360 millions d'années, on va avoir la deuxième grande extinction de l'histoire de la vie. En tout, il y en a à peu près 5. Là, on a déjà fait les deux premières. Et cette grande extinction va mettre à mal quand même déjà la vie aquatique. On va avoir une grande réduction, par exemple, des trilobites, la disparition des poissons cuirassés. Même les plantes vont souffrir. Et donc après cette extinction, hein, comme il se passe à peu près tout le temps, il va y avoir une grande diversification, des nouvelles niches écologiques qui ont été vidées à explorer. Mais ça, je pense que c'est Jean-Sébastien Steyer qui en parlera la semaine prochaine. Voilà, j'en ai fini pour l'instant. Donc maintenant, c'est à vous de me poser des questions si vous le voulez. Oui, il y a déjà une question. Ah. Un micro? Oui. Oui. Voilà, ça marche. Bon, merci beaucoup pour cet exposé. Donc maintenant, je vous invite à poser des questions. Et le micro est à vous. Alors, qui veut poser une question? Monsieur. Je vous remercie pour cet exposé. Je voudrais savoir, donc, cette deuxième extinction, elle est liée à quoi? C'est de nouveau une glaciation ou c'est... Alors, oui, il doit y avoir, si je me souviens bien, une glaciation. Il y a des hypothèses aussi qui font intervenir aussi un impact de météorites. Ça, c'est pas sûr, parce qu'a priori, il y a une anomalie d'iridium, comme il peut y avoir pour la fin du Crétacé, mais qui est plutôt limitée à l'Australie. Il y a sans doute un changement d'environnement assez drastique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait du volcanisme signalé à l'époque. Mais bon. Et alors, sinon, je voudrais savoir, quand les premières plantes sont apparues, est-ce qu'il y avait de l'oxygène dans l'atmosphère? Oui. Et alors, donc, l'oxygène était arrivé comment? L'oxygène est arrivé par les algues aquatiques. Les algues. Les cyanobactéries et tous les végétaux aquatiques. Parce que les végétaux aquatiques produisent quand même de l'oxygène, et une fois que l'eau est saturée en oxygène, cet oxygène se libère dans l'atmosphère. Alors, augmente en concentration dans l'atmosphère, et puis ensuite, il y a aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que cet oxygène dans la haute atmosphère se recombine en ozone, et cette couche d'ozone qui va protéger la Terre des rayons ultraviolets. Et donc tout ça, c'était nécessaire d'avoir ça avant.
Oui, Sauf que avant l'arrivée des plantes. Quoi, avant l'arrivée des plantes sur Terre, sur Terre. Oui, oui, oui. avant oui. de l'arrivée de la vie sur Terre. Ouais. Je vous remercie. Qui veut poser encore une question? À vous là-bas. Je vous apporte le micro. Bonjour, vous nous avez parlé des premiers vertébrés qui étaient recouverts de, je sais pas comment vous avez dit, Des plaques, des plaques, des voilà. plaques d'os. Est-ce qu'il y avait une fonction, il y avait des prédateurs quelle est la raison de ces plaques Alors, il y avait sans doute des prédateurs, hein, des arthropodes, des grands arthropodes, donc des sortes de grandes crevettes ou les anomalocaris, comme j'en parlais. Donc ça devait servir éventuellement de protection. Mais alors, il y a plusieurs hypothèses hein, sur l'origine de l'os. Hein, il y en a certaines, alors ça c'est pareil, c'est pas facile à étudier, c'est vieux, mais ça aurait pu être ça aurait pu servir de réserve de calcium, de minéraux en général. Et que, commençant par ça, après, cette fonction aurait été détournée pour de la protection, et ensuite pour nous, du support, de la locomotion. Qui veut poser une question? On a vu que, à travers votre exposé, qu'il y a beaucoup d'animaux qui apparaissent, qui disparaissent. Il y a des formes de vie qui font leur apparition au détriment d'autres. Est-ce qu'on arrive à recréer un lien continu entre le passage d'une forme de vie à une autre, par exemple? Est-ce qu'on arrive à savoir entre deux espèces, par exemple, les chaînons qu'il y a entre les deux? Alors oui, on peut reconstruire l'arbre du vivant, trouver... Alors souvent, on parle plutôt de relations de parenté, donc de groupes frères, de lointains cousins, parce qu'à part dans certains cas où on a eu vraiment une succession de fossiles assez continue dans le temps, statistiquement, c'est très très dur de trouver un ancêtre direct hein, d'une espèce par rapport à une autre. Ça, c'est pas très grave. On peut le trouver dans certains cas quand on a des couches marines avec beaucoup de fossiles relativement isolés. Là, on peut avoir une espèce A qui donne une espèce B, voire deux. On peut avoir des choses comme ça quand c'est séparé. Mais sinon, ouais, on constitue les relations de parenté. Hein. On a des points communs qui sont évidents. Et c'est ces points communs entre différents organismes qui permettent de faire des rapprochements et de reconstituer l'arbre du vivant. Les euryptérides, est-ce qu'on peut considérer que c'est des chélicérates ou pas encore? Oui, ce sont des chélicérates. Ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Ouais, ils sont inclus dedans, tout comme les trilobites, il me semble d'ailleurs, qui en sont aussi. Alors, qui veut encore poser une question? Ah oui, là-bas. Moi, j'avais deux petites questions. La première, c'était par rapport à ce que vous parliez, donc je crois à la fin de l'Ordovicien, où il y avait une baisse du niveau d'eau, et après vous parliez que la vie en fait arrive sur les continents. Est-ce que du coup ma question, est-ce que c'est une adaptation à ça? Est-ce que voilà, la vie s'est adaptée comme ça? Ouais. Ah oui. Et l'autre chose, c'était sur les glaciations en fait de la Terre. J'avais entendu que, alors vous l'avez pas présenté, mais au Carbonifère, c'était peut-être des plantes qui avaient pris énormément de CO2 et du coup la température avait baissé et voilà. Donc je sais pas si. Oui. Alors au Carbonifère, effectivement, j'en ai pas parlé parce que je m'arrêtais avant. Mais effectivement, il y a eu une énorme glaciation qui a priori, à part au tout début en fait justement du Dévonien, la glaciation se met en place, mais elle continue quand même pendant une bonne partie du Carbonifère, mais qui n'empêche pas quand même la vie de se diversifier, en particulier à l'équateur, parce que c'est à l'équateur qu'on aura les grandes forêts de fougères qui sont à l'origine des grands gisements de charbon. Et sinon, pour la fin de l'Ordovicien, la baisse du niveau des océans, c'est quand même relativement lent. Hein, on ne retire pas ça tout de suite. Et donc,
c'est pas forcément une adaptation directe à une baisse du niveau de l'océan, c'est pas à cause de ça directement que les plantes vont sortir de l'eau. C'est sans doute plutôt lié au fait que, au bout d'un moment, cette atmosphère, et ça coïncide plus ou moins, l'atmosphère devient un peu plus accueillante. L'ozone permet de protéger justement l'environnement terrestre du rayonnement ultraviolet. Et comme souvent, en fait, quand il y a un espace libre, occupable, la vie va y aller. C'est d'ailleurs la nature a horreur du vide, mais c'est presque ça. Tant que la Terre, les continents n'étaient pas habitables à cause du rayonnement ultraviolet, du manque d'oxygène, ils n'y sont pas allés. Dès que ça l'a été, c'est venu assez vite. Et de la même façon, quand cet environnement terrestre est devenu plus habitable pour des animaux, que ce soit des insectes ou alors des tétrapodes, donc avec un taux d'humidité assez fort, de quoi manger, c'est important, les animaux ont pu aussi en sortir. Ils n'auraient pas forcément pu sortir si les plantes n'étaient pas sorties avant. Oui, tenez. Et les mousses et les bactéries, non les mousses et puis puis comment dire, les tourbières, est-ce que c'est apparu avant les fougères Oui, les mousses apparaissent à peu près au même moment. Hein, les premières plantes là, que je vous montrais tout à l'heure, Cooksonia, Rhynia, sont des sortes de mousses. Et donc apparaissent à peu près au même moment, peut-être un petit peu avant. Et tout ça, c'est à peu près synchrone. Et les lichens, ils apparaissent Alors les lichens, c'est plus compliqué. Il se pourrait qu'ils apparaissent bien avant. Mais là, je vous avoue que je ne me rappelle plus trop. Il y a des représentations, alors on ne sait pas trop si c'est des lichens, mais des paysages du début du Dévonien, avec des espèces de grands dômes qui pourraient être en fait des lichens. Et il est possible que ça existait un petit peu avant. Mais là, pour les lichens, c'est vrai que je ne sais pas trop. Oui, attendez. Oui, je vais rajouter juste quelques petites choses par rapport à ce que tu as dit pour compléter l'histoire des glaciations. En fait, sur Terre, les grandes glaciations, que ce soit l'Ordovicien, le Carbonifère ou la glaciation actuelle, elles ont pour origine deux grands facteurs géologiques. C'est d'abord ce dont Damien a parlé très bien. D'abord, c'est la position polaire des continents qui permet de stocker de la glace. Et il y a un deuxième grand phénomène qui est valable pour le Carbonifère et pour aujourd'hui, c'est la formation des grandes chaînes de montagnes comme l'Himalaya ou la chaîne hercynienne il y a 350 millions d'années, donc au Carbonifère. Et lorsque les reliefs surgissent, on a une attaque du CO2 atmosphérique, on a une altération des minéraux de ces roches qui surgissent à l'air libre, et on a une vidange absolument incroyable du taux de CO2 atmosphérique. Et quand on combine les deux facteurs, on explique ces grandes phases glaciaires sur Terre, à l'échelle géologique. Je ne parle pas des phénomènes astronomiques par eux-mêmes, qui sont d'échelle de temps plus courte. Merci pour cette précision. Oui, monsieur. J'ai encore une question. Ça concerne en fait, à l'origine, est-ce qu'il y a toujours eu de l'eau et des continents, ou est-ce qu'il y a eu que de l'eau et les continents sont arrivés après? Et quel phénomène a fait que les continents sont sortis ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une époque où il n'y avait que de l'eau? Et si c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les continents sont sortis? Arnaud, tu m'aides? Et à quel endroit ils sont sortis? Si j'ai bien compris, ils sont sortis plutôt sur les pôles. Ah non, ça c'est pas forcément sur les pôles. Au tout début, en fait, les premiers continents apparaissent bien avant l'époque dont je vous ai parlé. Et les premiers continents, c'est dans c'est plusieurs milliards d'années. Et donc, c'était pas forcément au pôle. Après, pour le reste, Arnaud, tu me... Non, parce que moi, j'ai toujours cru comprendre qu'il existait un seul continent et qu'après, il y a une notion de dérive. Alors, en effet, on pense souvent qu'il n'y a eu qu'un seul continent, mais quand on dit ça, c'est qu'on pense plutôt à la Pangée. La Pangée, donc tous les continents étaient presque complètement rassemblés, mais presque, ce qui n'est pas tout à fait le cas.
Et ça, c'est dans les 300 millions d'années. Mais avant cette Pangée, ces continents, ces plaques, étaient séparés. Ils étaient séparés. Avant, ils étaient a priori réunis, reséparés. Et ça, ça peut fonctionner un peu comme un cycle. On ne sait pas trop si ces cycles on appelle ça des cycles de Wilson, si c'est vrai ou pas, si c'est vraiment si cyclique que ça. Mais avant la Pangée, donc la Pangée permo-carbonifère comme on dit, les continents étaient avant séparés, etc. Et alors, est-ce que ça voudrait dire que la quantité d'eau est la même depuis l'origine, ou est-ce que oui, enfin, D'eau liquide. Oui, est-ce que la liquide, quantité d'eau est la même et que la notion de hauteur de la mer est liée simplement aux glaciations? Alors, ce n'est pas lié qu'aux glaciations. Ça peut être lié aussi à la vitesse à laquelle les plaques s'écartent. Que quand les plaques s'écartent le plus vite, le fond marin est moins bas. Ah oui, d'accord. Voilà, plus un fond marin est ancien, plus il va être dense et donc plus il va être profond. Et donc dans les phases de forte expansion océanique, en termes géologiques, le niveau des mers est aussi plus élevé. Mais donc ça veut bien dire qu'a priori la quantité d'eau n'évolue pas. A priori, j'aurais tendance à dire que c'est relativement stable, mais bon. Non, parce que moi j'avais entendu dire que justement le cycle de l'eau, finalement... oui, il n'y a pas forcément de raison qu'elle s'en aille. Alors il peut y en avoir, il peut y avoir le vent solaire qui arrache des particules d'eau, des molécules d'eau. Il peut y avoir de l'eau piégée pendant les subductions, piégée un petit peu dans le sous terre, mais bon, cette eau finalement elle ressort finalement au bout d'un moment par tout ce qui est volcanisme, etc. Donc globalement, oui, on peut considérer que c'est relativement stable. Donc ça voudrait dire que la quantité d'eau, elle est depuis l'origine de la Terre. Donc quand la Terre s'est formée, quand les poussières se sont formées. Ah non, c'est pas ça. Non, j'avais entendu dire que c'est l'inverse, que l'eau est arrivée par les météorites en fait. Plutôt par des comètes. Par les comètes, c'est ça, oui. Et la pression atmosphérique était toujours la même, ou bien la quantité, le volume de l'atmosphère, la densité a évolué? Alors en volume et en densité, je ne sais pas trop, mais en composition, ça a beaucoup changé. Et donc comme les gaz ont différentes densités, la pression a dû changer aussi un petit peu. Les 20% d'oxygène qu'on a aujourd'hui sont finalement relativement récents à l'échelle de la Terre. Une diminution du dioxyde de carbone. Au début, c'était vraiment énorme. Il y en avait vraiment beaucoup plus. C'est arrivé après. Donc ça a quand même beaucoup varié. Mais c'est vrai que c'est relativement stable, on va dire, depuis quelques centaines de millions d'années. Et l'azote est beaucoup plus ancien et stable alors? L'azote, oui. Apparemment assez ancien. Et stable parce que, l'azote ne réagit pas forcément beaucoup avec tout ce qui est vivant. C'est pas tout à fait vrai parce que les plantes ont besoin d'azote, nous aussi, mais nous on l'obtient par la nourriture et pas par l'atmosphère. Il n'y a que quelques plantes et par symbiose avec des bactéries qui fixent l'azote atmosphérique directement. Et sinon, c'est vrai que ça reste, la quantité reste relativement stable. Il n'y a vraiment plus de questions. Oui, monsieur là-bas, vous voulez poser une question? Ah oui, d'accord, voilà. Attendez. C'est enregistré, là, il vaut mieux prendre le micro. Oui. J'imaginais que les fougères ne pouvaient pas monter très très haut, étant donné qu'il n'y a pas de bois, de libère, je ne connais pas qui permettent de monter la sève très haut. Oui. Alors là, chez les Archaeopteris, ce ne sont plus vraiment des fougères, ce sont des pro-gymnospermes. Les gymnospermes, c'est tout ce qui est conifères et compagnie. Il y a du bois. Donc il y a un tissu de soutien.
Et parmi justement ces premières plantes, même ces premières fougères, il y a des vaisseaux, des canaux vasculaires qui permettent de faire circuler justement toute cette sève, tous ces nutriments. Et donc ouais, il y avait eu pas mal de fougères justement, de plantes vasculaires, donc avec des vaisseaux qui permettent de faire circuler toute cette sève. Donc à l'époque, oui, c'est à ce moment-là où cette circulation finalement à l'intérieur des plantes se met en place et permet d'augmenter le couvert végétal qu'il y avait à l'époque. Plus de questions? Bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter. Alors, je vous remercie de votre participation. Merci à vous. Merci.